Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser l'entreprise Coca-Cola. Coca-Cola qui fait oui, des boissons et qui détient un nombre d'entreprises énorme. J'ai pas d'exemple comme ça, mais beaucoup d'entreprises autres que Coca-Cola. On va commencer par la santé financière de l'entreprise. On est à 1,5 en décroissance. Le plus important, c'est de trouver de la décroissance parce que 1,5, c'est tout de même assez conséquent. Donc, si on n'avait pas eu de décroissance, ça aurait été problématique. Là, on a de la décroissance. On voit qu'il se décharge un peu de ces dettes-là qui proviennent de 2017 et même d'avant d'ailleurs. On a une croissance avant. Mais 1,5, ouais, c'est pas top. Après, c'est en décroissance, donc ok. C'est pas excellent, mais c'est pas très bon, mais c'est vrai. La couverture des intérêts à 12, donc là pour le coup on a une marge de sécurité qui est assez bonne. Euh, Current ratio entre 1 et 1,4. Généralement c'est plutôt pas mal, bonne optimisation du capital. Attention cependant en 2018-2019 on était en dessous. Voilà, mais ces 3 dernières années c'est bon, donc pas de souci là-dessus. Donc une santé financière qui semble bonne, pas excellente, mais stable. Revenus. Par contre, là, les revenus, c'est pas quelque chose qui est top. Depuis en fait 2017, enfin, il y a eu une décroissance entre 2013 et 2017, une stagnation jusqu'à 2020, et depuis on remonte. Pour ce qui est des net income, on a eu une nette baisse en 2017. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer une baisse aussi importante en 2017? Je suis allé regarder dans les chiffres et en fait, en 2017, tout simplement, on a eu une... Hop. Voilà. Vous voyez le 5 là, alors que d'habitude on est à 1,5, 1,7, 2 à la limite, mais là on a eu 5 en dépenses en taxes. C'est ce qui a plombé le titre en 2017 et ses revenus. Je ne sais pas à quoi c'est dû et je ne suis pas le dossier donc je ne pourrais pas vous en dire plus, mais c'est à cause des taxes et c'est pas à cause des revenus. Ça ne veut pas dire que c'est bien, mais on peut se dire que ça ne se reproduira pas ou peu. Donc, dans tous les cas, ça reste à savoir si vous voulez vous intéresser au dossier et savoir pourquoi c'est arrivé. Moi, je ne sais pas. Voilà. Dans tous les cas, on a un net income qui est stagnant, voire légèrement haussier comparé aux revenus. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Relève des marges, je suppose, exactement. Voilà, on a une petite relève des marges après 2017. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Rien à dire d'autre là-dessus. Donc on a des marges, on a un gros profit qui est autour de 60%. Ça c'est très bon, une entreprise très solide. Grosse marge brute. Grosse marge nette aussi, 22% pour une entreprise de grande distribution, c'est très bien. Hop, 15, on est à 40% de retour sur equity, encore une fois excellent. Mais du coup, c'est une entreprise qui se paye assez cher, 28, alors que on n'a pas de croissance tout simplement, c'est assez net. Là, on n'a pas de croissance, là, on n'a pas de croissance. Même là, on voit qu'ils rachètent pas part, ouais, voilà, voire même ils en émettent ces derniers temps. Bref, ça me paraît être assez cher tout de même pour une entreprise qui n'a pas de croissance, malgré le fait qu'elle soit très rentable et qu'elle génère beaucoup de profits. Donc attention à ça. Au niveau du cash flow, on voit que c'est d'abord une entreprise qui a racheté beaucoup de parts jusqu'en 2018 et que depuis, elle dilue un peu ce qu'elle a précédemment racheté pour se financer, je suppose, et distribuer peut-être des dividendes aux actionnaires. Est-ce que c'est une entreprise qui distribue des dividendes? Oui. J'aurais bien aimé avoir le payout ratio. Hop, on l'a pas, c'est pas grave. Donc oui, une entreprise qui en fait qui est mature, donc qui ne cherche pas à se renouveler, mais qui cherche plutôt à distribuer ce qu'elle produit aux investisseurs. C'est une stratégie comme une autre, mais voilà, faut pas s'attendre à une grosse croissance avec ce genre d'entreprise là. Elle devrait rester assez stable ces prochaines années. Maintenant, à voir quelle marge elle a avec les dividendes pour les faire monter, en regardant notamment son payout ratio que je n'ai pas sous les yeux là. Mais c'est ça qui peut être intéressant à regarder. On voit oui qu'elle finance beaucoup, très peu d'investissement. Elle dilue en ce moment un peu le capital, ça c'est pas top pour les actionnaires.
Bon, au niveau de la santé financière, c'est de mieux en mieux. Au niveau des résultats, c'est stable. Très grande profitabilité. Donc, un acteur très stable finalement. Par contre, je trouve ça cher. Personnellement, encore une fois, je ne suis pas conseiller en investissement pour cette stabilité. Quand on va sur le prix, on voit que c'est une entreprise qui est assez, je me répète, mais stable, hein. Il n'y a pas de grosse crise. Bon, là, on a une montée, un excédent de montée un petit peu élevé. Hop, on se fait corriger, c'est le Covid. Mais voilà, il n'y a pas de vague comme ça, comme on peut avoir sur les entreprises comme Tesla, Amazon. Là, c'est vraiment très solide. Euh, donc, c'est une bonne entreprise à avoir en portefeuille si vous voulez, par exemple, diminuer votre volatilité. Mais c'est pas une entreprise qui va vous permettre d'avoir beaucoup de perspectives et beaucoup de potentiel dans votre portefeuille. Ça, c'est certain. Au niveau de l'article de presse, pourquoi l'entreprise est tombée de 5% sur la première partie de 2023? Donc, ils sont bien revenus sur le post-pandémie, voilà, en montrant qu'ils pouvaient régénérer de la croissance. Attention au court terme, mais ils disent que apparemment ça n'impactera pas le long terme. Et Coca-Cola paye des bons et des dividendes croissants. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a un PER assez cher, c'est parce qu'on paye des dividendes croissants futurs. Voilà, mais sinon pas de grosses annonces à faire. J'ai pas trouvé grand chose dernièrement sur Coca-Cola. C'est une entreprise encore une fois assez stable. Et puis vous savez mieux que moi, enfin mieux que moi pourquoi, c'est que on est sur du consumer discretionary, donc en gros c'est des entreprises où dans tous les cas, même avec une crise du Covid comme on a eu là, les entreprises, les gens ne s'arrêteront pas de faire leurs courses, ils ne s'arrêteront pas de boire du coca. Donc on est assez faiblement impacté puisqu'on répond à un besoin qui est vital de toute façon. Donc je ne vais pas dire que c'est comme de la pharmaceutique, mais on se retrouve un petit peu là-dedans, c'est des entreprises assez défensives. Dans tous les cas, c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez retrouver plus d'analyses, vous avez le lien du Notion avec toutes les vidéos dessus. On se retrouve à une prochaine. Salut!